Eh bien, bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau déjeuner Veto Entraide. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Marianne Jacques, hein, qui est praticienne hospitalière à Maison-Alfort Assistante et hospitalière. assistante Pardon. hospitalière à Maison-Alfort et qui va nous parler du sujet de sa thèse, hein, qui était l'égalité femmes-hommes dans le monde vétérinaire. Elle a concouru au notre premier prix de thèse en 2024. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons conviée aujourd'hui afin qu'elle nous présente ses travaux qu'on avait beaucoup appréciés auprès du jury de présélection. Euh, donc, euh, Marianne va nous faire cette présentation et puis à l'issue de la présentation, vous pourrez poser vos questions dans le chat ou à la fin de la présentation. Je te laisse la parole, Marianne, et puis belle écoute à toutes. Hop, alors j'ouvre mon diapo tout de suite. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? C'est bon. Parfait. Alors, bonjour tout le monde, merci du coup d'assister à cette présentation sur mon travail de thèse que j'ai donc soutenu l'année dernière à l'école vétérinaire d'Alfort. Donc déjà pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur pourquoi j'ai choisi ce sujet. Ah, mon écran bug un tout petit peu, je vais couper la caméra. Hop, comme ça, voilà, ça prendra un peu moins de bande passante. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi ce sujet de thèse déjà initialement? C'était pour décrire et pour mieux comprendre les inégalités dans le monde vétérinaire. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur d'un point de vue personnel d'une part, mais également pour pouvoir avoir un petit impact à mon échelle, pour pouvoir aider à vivre dans une profession qui soit un petit peu plus juste d'un point de vue de l'égalité de genre. Et je trouve que c'est un sujet de sociologie qui est passionnant, surtout au vu du contexte actuel dans la société. Et je voulais également permettre un accès peut-être un petit peu plus large et simplifié et plus clair aux personnes que ça pourrait intéresser, mais qui n'ont pas forcément toute la connaissance et tous les codes de ces sujets sociologiques qui peuvent paraître un petit peu durs à maîtriser parfois. Et puis éventuellement pour préparer le terrain pour une étude plus vaste sur les vétérinaires français, un jour peut-être, on ne sait jamais. Hop. Alors, du coup, les grandes questions qu'on s'est posées pour la réalisation de cette thèse, c'était est-ce que des inégalités de genre persistent au sein de la profession? C'est une question qui est légitime dans le sens où on a une profession qui se féminise depuis plusieurs décennies, avec plus d'étudiantes dans les ENV depuis les années 90, et on a eu une parité parfaite au tableau de l'ordre depuis 2017. Et c'est une profession, la profession vétérinaire, qui suit le même modèle que d'autres, comme la médecine humaine ou la psychologie, par exemple. Et cette féminisation, elle est associée à une évolution de la profession, avec une évolution aussi des contraintes qu'elle subit. Et elle est toujours en évolution à l'heure actuelle. On n'est pas arrivé à quelque chose de stable et fixe pour le moment. Donc, du coup, quand et comment se manifesteraient ces inégalités si elles persistent au cours de la vie de vétérinaire? Et quels seraient les éléments qui freineraient cette égalité? C'était les grands points, les grandes questions qu'on s'est donc posées. Hop. Alors, du coup, pour revenir un petit peu sur la construction de ce sujet, je vais présenter quelques inégalités de la société qui sont connues et qui sont discutées. Il y a en effet des choses sur lesquelles tout le monde tombe à peu près d'accord dans la société générale, comme l'écart salarial, le fait que l'aspiration professionnelle et les ambitions soient différentes selon le genre, le fait qu'il y a une persistance des stéréotypes de genre dans la société ou que la parentalité a un impact sur la vie professionnelle, par exemple. Donc ici, j'ai choisi de montrer que des données qui montrent que le temps travaillé est différent selon qu'on soit un homme ou une femme en moyenne. En effet, il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes qui travaillent à temps partiel. Et l'écart salarial dans la société au sens large est de 4% de toutes choses égales par ailleurs. Quand on regarde à temps de travail égal, il est de 15%. Ça met en évidence le fait que les femmes ont moins accès à des postes mieux rémunérés. Et quand on compare juste la catégorie femme et la catégorie homme, il monte à 24%, tout volume horaire et postes confondus, puisque comme je l'ai dit, les femmes sont à la fois plus souvent à temps partiel et moins présentes au poste rémunérateur. Il y a encore seulement 21% de femmes parmi les dirigeants de salariés. C'est quand même assez peu à la tête des entreprises. Et une fois la retraite atteinte, les pensions des femmes sont inférieures de 40% sans aide reçue. Et une fois les aides perçues, l'écart reste de 28%, ce qui est quand même énorme et qui montre ce déficit financier qui est perçu au cours de la carrière. Donc, c'est quelques éléments qui indiquent la persistance d'inégalités dans la société, mais qu'en est-il précisément au sein de la population vétérinaire? C'est ce qu'on va s'atteler à voir un petit peu au cours de cette présentation.
Donc, dans la profession vétérinaire, historiquement, on a une profession qui est très masculine. Avant les années 70, il y avait à peine 140 femmes qui sont sorties diplômées. Et la première, c'était Marie Kapsevich à Alfort en 1897 pour le petit point culture. On est passé donc d'une profession très masculine avec une image du vétérinaire rural qui devait prendre en charge le bétail et utiliser force et technicité avec maintenant une image de la profession qui est beaucoup plus orientée vers le care, le fait de prendre soin et de prendre soin plutôt des petits animaux et des animaux de compagnie. Donc ce changement d'image et de paradigme, il s'est fait en parallèle de la féminisation de la profession, avec donc désormais à l'heure actuelle 57% de femmes inscrites à l'ordre des vétérinaires et plus de 75% d'étudiantes dans les écoles vétérinaires françaises. D'ailleurs, la féminisation, elle n'est pas forcément uniquement liée à un afflux de femmes dans une profession. Elle peut être liée d'abord au fait qu'il y a une désertion masculine qui se met en place. Donc, c'est un phénomène qui est complexe, qui est pas du tout simple et lié à une seule dynamique, mais plutôt à une confluence de dynamiques différentes, que ce soit dans la profession vétérinaire ou les autres professions féminisées d'ailleurs. Donc, on a l'impression, en voyant le fait qu'on soit une majorité de femmes dans la profession, que l'égalité, elle est déjà atteinte, puisqu'il y a une majorité de femmes, mais voir que ça pourrait même leur bénéficier. Mais c'est pas forcément le cas, comme on va pouvoir le discuter. Et donc, on part d'une profession avec des pratiques professionnelles, avec des codes très masculins, à une profession qui est maintenant numériquement dominée par les femmes, ce qui mène forcément à des dynamiques très particulières. Donc, comment on a pu répondre aux questions qu'on s'est posées? On a d'abord découpé la vie de vétérinaire en grandes périodes pour pouvoir étudier les dynamiques qui peuvent affecter chaque étape avant d'étudier et de décrire les mécanismes sociologiques qui étaient à l'œuvre et puis pouvoir éventuellement faire le lien avec la profession vétérinaire française et voir quelles solutions étaient envisageables. Pour ça, du coup, on s'est beaucoup appuyé sur la littérature scientifique française, mais aussi étrangère, puisqu'il y a beaucoup plus de données sur les pays anglo-saxons que les pays français sur la profession francophone, pardon, sur la profession vétérinaire. Alors du coup, avant de passer à des points précis d'inégalité que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, parce que je pouvais malheureusement pas reprendre tous les points de la thèse, j'ai choisi de présenter les principales dynamiques mises en évidence selon les périodes de la vie de vétérinaire sous forme de schéma, et après on verra certains points d'intérêt juste après. Ces schémas, ils ont pour but d'être succincts, donc il leur manque toute la nuance que j'ai essayé d'apporter tout au long de ma thèse, avec la discussion des biais et des circonstances pouvant affecter les inégalités évoquées, et le fait qu'il y ait beaucoup, comme je l'ai dit, d'inégalités qui ont été mises en évidence dans d'autres pays que la France. Donc il faut les voir avec pas mal de recul, comme plutôt un indicateur de ce qui pourrait être encore en place. Alors, tout d'abord, première période de la vie de vétérinaire, c'est le fait de ne pas encore être vétérinaire. C'est donc avant le diplôme, avec d'abord un parcours scolaire pré-ENV, puis les études vétérinaires, où du coup, on a mis en évidence que l'orientation des filles et des garçons avant même d'arriver en études, elle est dépendante du genre, avec des élèves qui vont choisir des parcours qui sont souvent en congruence avec les stéréotypes de genre en vigueur, et où tout au long de leur parcours, les capacités scientifiques des filles vont être moins valorisées. La confiance en soi également des filles et des femmes tout au long de leur vie est inférieure à celle des hommes et ça impacte profondément les choix qu'on peut faire dans une carrière et dans une vie avec du coup moins de sélection, des choses qui sont des filières qui sont sélectives ou qui sont plus compliquées. On a des dynamiques interactionnelles qui sont dominées par les garçons tout au long des études et de l'école, avec des comportements différenciés des enseignants qui auront un impact assez fort aussi. On reviendra sur ces points-là plus en détail juste après. En école vétérinaire, il y a donc un différentiel d'ambition aussi dès l'arrivée dans les études, le Gender Aspiration Gap dont je reparlerai. Et on a également des études qui tendent à montrer, même en France, que la santé mentale des étudiantes, elle est inférieure à celle des étudiants masculins. Enfin, la répartition des rôles d'importance, elle pourrait être également soumise à des dynamiques genrées. Ça n'a pas été mis en évidence en France pour l'instant, mais ça a été le cas aux États-Unis et dans le Royaume-Uni. Et il y a un sexisme qui est rapporté, ça même en France, par une thèse récente de Margot Courtois lors des études, mais aussi dans la vie privée, avec une culture étudiante qui n'est pas toujours très favorable aux femmes. Deuxième période de la vie de vétérinaire qu'on a découpée, c'est celle du premier emploi et du début de la vie professionnelle, avec différentes dynamiques comme la surreprésentation dans l'exercice animaux de compagnie des femmes comparé à l'exercice plus rural, qui n'est pas toujours choisi, qui est parfois subi par les femmes qui se sentent moins légitimes et moins compétentes à aller dans la médecine des grands animaux. Euh,
Le désavantage au recrutement, alors il y a pas mal d'études qui sont existantes là-dessus, mais c'est à remettre en parallèle d'un contexte de recrutement qui est difficile à l'heure actuelle en France pour les vétérinaires, hein, où il y a un très grand déficit de vétérinaires. Donc souvent, les employeurs n'ont pas tant de choix que ça pour choisir leurs confrères ou consorts pour travailler avec eux. Donc forcément, ça diminue les éventuels biais qui pourraient être présents au recrutement. Mais il y a quand même eu des témoignages et des études en faveur d'une préférence des hommes, notamment pour la médecine rurale, d'un biais sur les compétences, où un homme et une femme à compétences égales, la femme paraîtra moins compétente, et le fait que des questions sur le statut maternel et l'appréhension d'une éventuelle grossesse sont toujours présentes au recrutement. Ensuite, l'écart salarial, le gender pay gap, il est présent à toutes les étapes de la vie de vétérinaire dès le premier emploi, donc avant même la parentalité, avant même le temps partiel, etc. C'est quelque chose qui est présent encore maintenant, d'après les données de l'Ordre des vétérinaires de l'année dernière. Et enfin, on a souvent des perceptions qui sont différentes par la clientèle, selon que le vétérinaire soit un homme ou une femme, avec une plus grande valorisation par la clientèle des vétérinaires masculins, voire même des étudiants ou stagiaires masculins qui vont être appelés docteurs avant même de le devenir. Troisième étape clé qu'on a décrite, c'était la parentalité, avec du coup l'apparition ou le renforcement de la répartition genrée des rôles traditionnels, la rémunération différente des congés parentaux, le sentiment d'injustice face à cette charge mentale augmentée et au manque d'aide qui est associé, mais du coup aussi la modification du temps travaillé qui vient avec le temps partiel du coup, et qui peut causer une précarisation financière et impacter la carrière future. Les femmes préfèrent en effet le statut salarié jusqu'à avoir fondé leur famille si tel est leur souhait, comparé au statut libéral, puisqu'il y a une meilleure protection sociale qui est associée. Pardon, excusez-moi. Et enfin, des études très intéressantes ont mis en évidence le fait qu'il existe un différentiel de la parentalité sur après la carrière, sur lequel on va revenir avec le child penalty et le breadwinner effect. Hop. Et la dernière grande étape qu'on a décrite au cours de cette thèse, c'était l'accès à l'entrepreneuriat et aux sphères d'influence. Donc avec de manière générale dans la population, une sous-représentation des femmes dans les postes les plus rémunérateurs ou influents, liés à différentes dynamiques, que ce soit le plafond de verre ou le tuyau à fuite, qui essaye de décrire en fait cette difficulté d'accès aux postes plus influents pour les femmes. Qui peuvent être liés à des stéréotypes de genre qui sont prescriptifs, comme par exemple les femmes ne devraient pas faire ceci ou cela, ou descriptifs, comme par exemple les femmes sont nulles en maths, les femmes ne sont pas des bonnes managers, et ainsi de suite. Il y a une sous-représentation des femmes au sein des vétérinaires libéraux. Il y a plus de femmes en salariat, même en fin de carrière, que d'hommes en salariat. Et il y a une forme d'incompatibilité qui existe entre les attentes des postes influents, des postes entrepreneuriaux, avec la charge maternelle et domestique que subissent encore souvent les femmes. Donc voilà, ça c'était un petit peu le paysage global de ce qu'on a pu voir dans cette thèse. Maintenant, je vais m'attarder sur quelques exemples plus précis des inégalités qu'on a pu mettre en évidence, en commençant par ce qu'il se passe dans la salle de classe. Donc là, c'est un schéma qui est un petit peu résumé de ce qui se passe à la fois dans l'école avant même les cursus post-bac, mais aussi de ce qui se passe dans les études. Et donc, tout commence par les stéréotypes de genre qui impactent un petit peu la perception globale de tout ce qu'on peut avoir dans la vie et surtout qui impactent également les enseignants. Il y a des biais d'évaluation des compétences des filles par rapport aux garçons qui sont rapportés tout au long des cursus. Et même dans les études supérieures, les étudiants eux-mêmes auraient tendance à considérer que les garçons ou que les hommes sont meilleurs que les femmes. Pour qu'une femme soit aussi considérée qu'un homme, il faudrait qu'elle soit bien meilleure que lui, ce qui est confirmé dans de nombreux témoignages dans la thèse vétérinaire française de Margot Courtois. Les stéréotypes de genre, ils sont partiellement à l'origine du manque de confiance en elles des filles. Elles sont encouragées à être plus calmes, à être plus discrètes, alors que les garçons sont encouragés à être plus extravertis, à être plus fiers de leurs compétences également. Et les garçons tendraient à se surestimer, tandis que les filles se sous-estimeraient avec une confiance en elles qui est largement inférieure à celle des garçons tout au cours de leur vie et même qui décroît à partir de 15 ans. Elles s'orienteraient donc préférentiellement vers des domaines en congruence avec les stéréotypes de genre en vigueur, donc souvent le care, le soin, la santé, auxquels la profession vétérinaire appartient. Les garçons occuperaient par ailleurs la majorité de l'espace sonore au sein de la salle de classe. Tout ça, ça contribue donc à diminuer davantage la confiance en soi des filles qui vont avoir moins tendance à intervenir spontanément dans les cours et à chercher l'aide de leurs enseignants qui interagissent par ailleurs moins avec elles. Les enseignants auraient une influence presque égale à celle des variables scolaires sur les choix d'orientation d'après le ministère de l'Éducation et ça contribuerait à perpétuer des choix stéréotypés des élèves en créant des différences entre les filles et les garçons.
Le Gender Aspiration Gap lors des études vétérinaires, c'est littéralement le fait d'avoir des ambitions qui sont différentes selon le genre, comme par exemple devenir propriétaire ou entrepreneur, obtenir un poste décisionnaire, choisir une voie de spécialisation et ainsi de suite. Il y a un très fort impact de la confiance en soi des élèves et des étudiants pour ces choix-là, mais également de l'intériorisation de stéréotypes de genre, comme le fait de se dire que vu qu'on est une femme, on est moins bonne à être entrepreneuse, à être chef de clinique et ainsi de suite, et le fait d'intégrer des discours qui sont limitants. L'impact de fonder une famille dans le futur, c'est également quelque chose qui est très important pour les étudiantes, mais pas pour les étudiants, parce que même quand on leur demande s'ils veulent fonder une famille et que la réponse est positive, ils n'envisagent jamais de se mettre à temps partiel ou de retarder l'accès à des postes d'importance, alors que pour les filles, ça vient tout seul dans la discussion lors des témoignages. Pour pallier à ça, des auteurs ont suggéré d'avoir une implication plus soutenue des équipes encadrantes lors des études vétérinaires, qui pourrait alors avoir un impact positif sur l'estime d'elles-mêmes des femmes et permettrait de défier ces stéréotypes de genre qui limitent actuellement les potentielles opportunités professionnelles qu'elles estiment accessibles. Et c'est suggéré aussi de développer des cours sur l'entrepreneuriat et le management, ce qui semble être mis en place petit à petit dans les écoles vétérinaires françaises en tout cas. Alors, autre grand sujet d'importance, la parentalité, c'est un événement qui est important pour tout le monde, peu importe son métier, mais dans la vie de vétérinaire particulièrement aussi. La parentalité, elle vient avec une réallocation du temps alloué à la vie personnelle et à la vie professionnelle vers la vie familiale, et avec donc une très forte augmentation de la charge mentale. La charge mentale, elle a été décrite dans le dictionnaire Larousse comme le poids psychologique que fait peser, et plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives et qui engendre une fatigue physique et surtout psychique. Donc cette charge mentale, elle est plus portée par les femmes, même quand le métier de ces dernières est plus demandant que celui de leur conjoint. En termes de vie personnelle, on a donc une diminution de la satisfaction, et de la satisfaction professionnelle également, et la création d'un sentiment d'injustice face aux tâches domestiques qui incombent donc majoritairement à la mère dans le foyer et pour lesquelles elle estime ne pas recevoir assez d'aide. Il n'y a par ailleurs pas de bénéfice de la vie en couple sur le score d'épuisement émotionnel lorsqu'on est une femme, alors que lorsqu'on est un homme, justement, il y a un bénéfice de la vie en couple euh, sur ce score émotionnel. À l'heure actuelle, on a encore 79% des femmes qui consacrent du temps au ménage et à la cuisine quotidiennement contre 35% des hommes, d'après l'Institut européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales dans le foyer sont réalisées par la femme du couple hétérosexuel. Donc, le temps consacré aux tâches ménagères n'a pas diminué depuis les années 50 pour les femmes, malgré leur entrée massive dans la force de travail. Il y a une contradiction entre ce qui est attendu par la sphère familiale en termes de temps, de disponibilité, de gestion, et la sphère professionnelle, qui demande notamment quand on est vétérinaire beaucoup d'engagement, de ne pas compter ses heures, et c'est pas possible physiquement parlant de travailler 50 heures, de faire en plus 14 heures de ménage et de gérer les enfants. Ce qui mène donc à la réalisation de compromis, et donc le choix du temps partiel étant le premier pour gérer ce double métier de mère et de vétérinaire. Et les femmes apparaissent donc moins engagées, moins ambitieuses et moins motivées dans leur vie professionnelle, ce qui peut leur porter préjudice par la suite. Le temps partiel, ça concerne les femmes dans le foyer, même si leur carrière est plus prometteuse, et peu importe le niveau d'éducation ou de revenus des partenaires. Donc c'est intéressant de se rendre compte que même quand le revenu initial le plus élevé est celui de la femme du couple, c'est elle qui va plutôt sacrifier sa carrière pour le bien-être de sa famille. Alors ensuite, l'effet différentiel de la parentalité dans la sphère professionnelle, dont j'ai parlé tout à l'heure avec le breadwinner effect et la child penalty. Donc, le breadwinner effect, c'est le fait que les hommes gagnent davantage d'argent quand ils ont un enfant ou qu'ils sont mariés que les hommes célibataires, toutes choses égales par ailleurs. Ils sont par ailleurs favorisés sur le marché de l'emploi, ils apparaissent comme plus stables, plus dignes de confiance, et ce qui va leur permettre d'avoir un espèce de premium à l'embauche et un meilleur salaire. Alors que de leur côté, les femmes gagnent moins d'argent après la naissance d'un enfant et elles ont moins de chances de devenir propriétaires de leur structure par la suite, même des années après. Cette pénalité financière, elle est due en partie à la réduction du temps travaillé, mais pas uniquement. Une fois qu'on rapporte au taux horaire, on a quand même un salaire qui est diminué comparé aux femmes célibataires. Elles sont perçues comme moins productives alors que ce n'est pas le cas. Et en France, les femmes sont 43% à penser que le fait d'avoir une famille pénalise leur vie professionnelle, d'après un sondage Ipsos de 2022.
Le différentiel d'image renvoyée, il est intéressant à étudier puisque les hommes du coup qui apparaissent plus stables, dignes de confiance et engagés dans leur travail ont une meilleure employabilité, alors que les femmes de leur côté subissent une double discrimination. Elles sont des mauvaises mères si elles travaillent, mais elles sont vues comme des mauvaises travailleuses si elles sont mères, alors qu'il y a quand même une grande injonction à ce que les femmes continuent d'avoir des enfants. C'est quand même censé être la plus grande réalisation de la femme dans l'imaginaire collectif. Et malgré tout ça, elles sont vues comme moins engagées en travail. Donc c'est un paradoxe qui peut être un petit peu dur à porter, surtout quand on a un métier qui est très demandant et qui nécessite beaucoup d'implication. Alors, maintenant, on va passer à une partie suivante de cette présentation. Quels sont les freins à l'égalité entre les femmes et les hommes euh, qui peuvent persister et faire qu'on n'arrive pas encore à avoir une bonne égalité dans notre profession? Donc, je vais d'abord développer le concept sociologique de l'hégémonie masculine avant de montrer en quoi ça peut s'adapter à la profession vétérinaire. Donc, Rewin Connell, c'est une sociologue qui a commencé à définir ce concept en 95. Et globalement, l'hégémonie masculine, on peut la décrire en quelques mots comme la norme dominante de la représentation masculine qui permet aux hommes de conserver leurs privilèges vis-à-vis des femmes et des minorités. C'est un modèle qui n'est pas figé et qui est le modèle de socialisation des garçons et des hommes, mais qui est aussi intégré par les filles et les femmes au cours de leur socialisation. Quelques exemples de comportements qui peuvent appartenir à cette norme hégémonique masculine, c'est par exemple ne pas pleurer, ne pas avoir peur, pouvoir imposer son autorité ou faire preuve de comportements compétitifs, voire agressifs, pouvoir se vanter d'une sexualité performante et hétérosexuelle, gagner plus d'argent que sa conjointe, faire carrière, subvenir aux besoins du foyer, être distancié de ses émotions et ne jamais les montrer, etc. Ce sont globalement toutes les caractéristiques sociales qui sont associées à à la virilité ou au fait d'être entre guillemets un vrai homme. Cette masculinité hégémonique, elle n'est pas représentative d'une majorité d'hommes, mais elle est vue comme un modèle de référence, un idéal masculin au sein de la société. Cette masculinité, donc, elle s'appuie sur d'autres masculinités qui sont plus répandues au sein de la société, comme la masculinité complice, qui concerne des hommes qui ne répondent pas à tous les critères de la masculinité hégémotique, mais en bénéficiant malgré tout, et en bénéficiant des inégalités qu'elle crée, par exemple en se reposant sur le travail domestique et reproductif de leur conjointe, ou en gagnant un meilleur salaire qu'elle, par exemple. La masculinité subordonnée, de son côté, c'est une masculinité incarnée par des hommes qui sortent de la norme hétérosexuelle, donc des hommes féminisés ou homosexuels par exemple, racisés ou non valides, qui sont considérés comme inférieurs en termes de virilité, mais vont tout de même bénéficier de privilèges sur les femmes. D'après donc Connell, la sociologue que j'ai citée tout à l'heure, la masculinité hégémonique, elle nuit également aux hommes puisqu'ils sont obligés de rentrer dans un moule de dominants sous peine d'être eux-mêmes dominés ou d'être eux-mêmes infériorisés. Elle a un coût social qui peut être important. Par exemple, en termes de santé, c'est vu comme quelque chose de peu viril d'aller chez le docteur et donc les hommes vont moins chez le docteur et peuvent avoir des gros impacts sur leur santé et des retards de diagnostic ou encore sur le coût social de ne pas pouvoir être émotionnellement proche d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc c'est globalement quelque chose qui, sous une certaine forme, nuit à tout le monde. Alors, dans la profession vétérinaire, comment est-ce qu'on peut rapprocher ces deux choses? Donc, on est parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une profession historiquement masculine qui est décrite comme le bastion de la virilité. C'est un métier technique, rural, avec une image de force, notamment à une époque où on n'avait pas les moyens de contention chimique qu'on a à l'heure actuelle pour prendre soin des animaux. Et il était aussi vu comme inconvenant pour les femmes. C'était pas envisageable de laisser des femmes aller dans des étables, s'occuper à faire des palpations transrectales sur des bovins et ainsi de suite. Et c'est vraiment depuis les années 70 qu'il y a eu une arrivée progressive des femmes dans la profession avec un accroissement rapide et même exponentiel depuis. Lors de l'arrivée progressive des femmes dans la population vétérinaire, il y a eu une mise en place de mécanismes pour les différencier et leur donner un rôle qui soit différent que celui que les hommes pouvaient avoir, avec notamment dévalorisation des traits féminins et donc, en réponse, une recherche des traits masculins par les femmes pour avoir un meilleur sentiment d'appartenance et une meilleure intégration à la profession. Les femmes auraient tendance à citer des compétences masculines pour partager leur réussite ou leur capacité à performer la masculinité et discréditeraient elles-mêmes les traits féminins. Et d'ailleurs, elles sont même plus à même d'accepter le statu quo qui consiste en de moins bons salaires et une moins bonne reconnaissance. Ainsi, la situation, elle est paradoxale puisque cette éthique masculine et cette discréditation des traits féminins, elle est reproduite et maintenue aussi en partie par celles dont les intérêts s'y opposent. Ça perpétue l'hégémonie masculine, mais elle s'atténue malgré tout avec les années. Cependant, il y a quand même une forme d'auto-entretien qui est donc présente, avec une image professionnelle qui reste une image masculine. Euh,
Comment se maintient, quelles sont les stratégies utilisées aussi par les hommes inconsciemment très souvent pour maintenir l'hégémonie au sein de la profession vétérinaire? Donc, il y a déjà ce qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation, c'est le fait de faire rentrer une catégorie de personnes dans un stéréotype, donc ici les femmes, en modifiant la perception des caractéristiques des individus. Par exemple, en enfermant les femmes dans une catégorie qui va être limitante, un rôle maternel, nourricier, qui peut être restrictif et cantonner les femmes à une position donnée dans la profession et limiter leur évolution vers d'autres aspects d'une carrière vétérinaire. Ça justifie et ça perpétue l'hégémonie masculine en préservant des dynamiques qui sont inégales, c'est-à-dire en préservant cette figure masculine différenciée et privilégiée vis-à-vis des autres catégories de personnes. La création d'un statut plus valorisé, elle a été aussi décrite dans des professions dans lesquelles les hommes sont minoritaires. Ça va leur permettre de se distancier des femmes en mettant en évidence des composants masculins à un travail qu'ils considèrent initialement comme féminin et se maintenir alors dans ce nouveau statut, ce nouveau rôle, avec une image de même qui sera suffisamment masculine. Les dynamiques, elles concernent donc des hommes minoritaires dans une profession dominée numériquement par les femmes et c'est des dynamiques qui vont avoir tendance à les avantager par rapport à ces dernières, alors même que les femmes qui sont présentes dans des voies professionnelles majoritairement masculines vont avoir tendance à être pénalisées et plus facilement discriminées. Et enfin, le dernier pilier, c'est la création de relations homosociales privilégiées, où les hommes vont avoir tendance à créer un réseau qui inclut d'autres hommes, souvent même plus haut placés, ce qui peut maximiser leur chance d'être visibles, de recevoir une promotion, et ainsi de suite. Ces stratégies d'enfermement et de distanciation du féminin, elles créent une place qui est assez délimitée pour les femmes dans la profession vétérinaire et elles sont ainsi contraintes d'évoluer en portant le poids de leur genre qui est différent du modèle qui est attendu dans un corps professionnel qui a créé de la place pour les femmes sans pour autant perdre l'éthique masculine qui allait avec. Second frein que je vais aborder entre l'égalité femmes-hommes, c'est le sexisme ordinaire dont vous avez peut-être probablement entendu parler au moins un petit peu. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il le définit comme suit. Donc, c'est des actes clairement incriminés dans notre droit, comme ce qui relève de la discrimination, du harcèlement, des violences ou de l'agression sexuelle, et des actes qui semblent plus anodins, ceux de la vie de tous les jours, du ressort de l'humour ou du non-dit, des stratégies d'exclusion visibles ou insidieuses, conscientes ou non. Le sexisme ordinaire, il est émis majoritairement par les hommes, mais les femmes y contribuent aussi. Et c'est des violences qui sont donc souvent des microagressions, qui sont souvent minimisées par leurs auteurs et par leurs victimes, ou délégitimées en tant que telles sous divers prétextes, par exemple l'humour. C'est une forme de sexisme qui est chronique, quotidienne, répétée et même très souvent inconsciente, et qui se base sur des rôles stéréotypés des hommes et des femmes dans la société, et qui est associé souvent à des comportements paternalistes et réducteurs qui vont essayer de confiner les femmes dans des idées préconçues, qui se veulent souvent positives, mais qui peuvent reposer sur un fond infantilisant ou condescendant. Donc, je vais revenir un petit peu sur tous les piliers de ce sexisme ordinaire que vous voyez affiché sur la diapositive. Le premier, c'est l'humour. Ça va être toutes ces petites blagues, pas forcément méchantes, mais qui comportent quand même un fond de sexisme. L'humour sexiste est rapporté dans 71% des chroniques radio de 2019. C'est vecteur de stéréotypes, de discrimination, d'exclusion des femmes, notamment d'une part parce elles ne rient pas forcément à ces blagues, et d'autre part, euh, elles se font reprocher ce manque d'humour, entre guillemets, ce manque de second degré qui serait attendu d'elles, alors même que c'est quelque chose qui va tendre à les discriminer. Ensuite, le sexisme bienveillant. C'est quelque chose de très insidieux puisqu'il n'est pas forcément perçu comme sexisme en tant que tel par les personnes qui le subissent et il est difficile à identifier. Les personnes qui l'émettent ont souvent même de très bonnes intentions, mais il va quand même entraîner des conséquences lourdes sur la performance des femmes au travail puisque en comparaison avec des formes de sexisme plus hostiles, le sexisme bienveillant a tendance à réduire les performances des femmes. C'est des comportements paternalistes, protecteurs, qui vont appuyer sur des stéréotypes de genre en les formulant positivement, mais toujours cantonner les femmes à une place donnée et stéréotypée. Ensuite, incivilité, irrespect et mépris, c'est des actions comme le fait d'interrompre dans la conversation, le fait d'ignorer délibérément des demandes légitimes d'une collègue ou en tout cas de les diminuer, ou le fait de se montrer peu amène dans ses courriels ou de vive voix, par exemple. Les injonctions sociales dans la sphère professionnelle, ça va être le fait de devoir se conformer à des stéréotypes et attentes sous forme de recevoir une forme de punition sociale, verbalement ou non. Par exemple, une femme manager qui serait ambitieuse, qui aurait du leadership et qui aurait de l'autorité peut être qualifiée de femme dragon, par exemple, ou ça peut être le fait de se faire appeler garçon manqué. Il y a également des injonctions paradoxales, toujours dans l'exemple de la femme manager.
Le fait de faire preuve d'autorité, d'organisation et de leadership, c'est des compétences qui sont censées être nécessaires pour assurer ce poste, mais qui vont être un petit peu discréditées lorsqu'elles sont possédées par des femmes. Cependant, si la personne ne les possède pas, elle va donc être une moins bonne personne professionnellement parlant et donc subir une autre forme de négativité. Donc c'est un petit peu perdant-perdant. Soit on est incompétente, soit on est dépressif. Les interpellations familières, ensuite, c'est par exemple des choses comme ma jolie, la petite jeune, la miss, qui sont très rarement utilisées envers les hommes, qui peuvent paraître anodines ou en tout cas pas malveillantes, mais qui vont encore une fois avoir un impact un petit peu paternaliste, un petit peu condescendant ou infantilisant sur les femmes au travail et qui n'auront pas ces mêmes conséquences sur les hommes. Les comportements de fausse séduction, c'est des remarques qui, sous prétexte d'humour, peuvent appuyer sur la tenue, le caractère séduisant ou la présentation générale des femmes. Et c'est des comportements qui vont donc mener à une objectification, à une sexualisation unilatérale de la relation professionnelle. Même quand c'est des compliments et même quand c'est pas forcément du tout malveillant, encore une fois, ça peut avoir des conséquences négatives sur l'image des femmes et ça réduit la place que les femmes s'autorisent à occuper professionnellement et ça peut même confiner au harcèlement sexuel selon les situations. La complémentarité des compétences, c'est l'idée selon laquelle il y aurait un registre de compétences unique et différencié selon le genre et qui perpétuerait et renforcerait également les stéréotypes. Par exemple, j'ai besoin d'un homme pour aller déplacer ce carton là-bas, ou alors il y a un enfant qui pleure en salle d'attente, est-ce que, une femme pourrait aller le réconforter, ce genre de choses. Et enfin, les remarques sur la maternité, c'est des commentaires qui peuvent avoir lieu à la maternité, la charge domestique, etc. 75% des femmes en ont déjà entendu et ou subi en France, notamment sur le temps partiel ou le fait d'avoir des enfants. Quelques exemples issus de l'étude que j'ai citée dans ma thèse à ce sujet-là, c'était par exemple Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps qu'on ne peut pas compter sur elle le mercredi, ou Je ne sais pas si on peut te confier cette mission avec tes enfants, tu ne vas pas réussir à tout faire, etc. En pratique, dans la profession vétérinaire. Donc, on a beaucoup de témoignages qui sont ressortis dans différents articles ou thèses sur l'humour sexiste qui critique la féminisation ou qui dévalue un petit peu la présence des filles et des femmes dans la profession, mais également une perception par la clientèle qui est différente selon qu'on soit un vétérinaire homme ou femme. Il n'est pas rare qu'une vétérinaire et que sa compétence en son métier soit jugée d'emblée en fonction de son apparence, que ce soit maquillage, stature, âge, tenue vestimentaire tout ceci n'étant pas rapporté concernant les homologues masculins. Les femmes sont dirigées davantage vers la médecine des petits animaux, même si elles veulent faire de la bovine. Et d'après une étude française menée il y a quelques années, les hommes sont conscients qu'ils ont un avantage dans la médecine rurale comparée à leurs consoeurs. Les collègues hommes préféreraient d'ailleurs que les femmes n'aillent pas s'occuper de clients éleveurs dans certaines études et les étudiantes se sentiraient moins légitimes. Ça, c'est le fait qu'elles se sentent moins légitimes, c'est issu de témoignages de la thèse de Margot Courtois qui, encore une fois, date d'il y a un an ou deux, donc qui est très récente. 47% des hommes vétérinaires en France à l'heure actuelle participent au moins en partie à la médecine des animaux de production contre seulement 26% des femmes vétérinaires, ce qui fait quand même un écart assez conséquent. Les vétérinaires femmes seraient également moins souvent reconnus et appréciés pour leur travail et leurs compétences, leurs qualités, mais aussi leurs connaissances que leurs collègues masculins. Elles seraient moins concertées lorsqu'un ou une collègue a besoin d'aide et à compétences égales, leur expertise serait moins demandée que celle d'un vétérinaire homme au sein d'une clinique. Il y aurait une idée qu'elles seraient moins bonnes en gestion entrepreneuriale également et que donc elles auraient moins de compétences à apporter globalement à leurs collègues. Alors, du coup, quelles solutions on peut envisager pour avoir une profession plus égalitaire? J'ai me propose ici quelques pistes de solutions qui ont été évoquées dans les différents articles que j'ai pu lire. Certaines de ces solutions peuvent être mises en place individuellement, mais la plupart sont plutôt du ressort de la société en tant que telle. Donc, par exemple, pour les dynamiques interactionnelles au sein de la salle de classe, il s'agirait de surveiller les actions et les paroles qu'on a en tant qu'enseignant. C'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place dans la formation des enseignants et des professeurs, hein. D'ailleurs, petit à petit, en tout cas, l'éducation à l'égalité, c'est devenu un module entier de la formation des futurs enseignants. Le fait de mettre en place une éducation aux inégalités auprès des enfants dès le plus jeune âge également, ça permettrait d'en avoir conscience depuis toujours et de mieux les réduire et de donner des rôles d'importance aux filles et aux étudiantes, même quand elles ne les cherchent pas forcément, pour avoir des rôles modèles et permettre de montrer qu'elles sont capables d'avoir du leadership et des qualités au même titre que leurs collègues étudiants.
Le fait de mettre en place des dispositifs plus vastes pour la prise en compte des discriminations également, ce serait intéressant et face aux barrières dans la carrière des femmes, de mettre des actions de lutte directes, notamment contre les stéréotypes, avec peut-être des modules d'apprentissage, des affiches plus impactantes que ce qui peut être fait à l'heure actuelle. D'avoir également des modes de recrutement ouverts dans lesquels on dit comment on a une promotion, comment on peut avoir une augmentation, comment on négocie son salaire, etc. pour que ça mette un petit peu à plat les choses, qu'il n'y ait pas ce différentiel d'assertivité qui puisse être pesant pour des femmes qui n'oseraient pas forcément négocier leur salaire. Il faudrait par ailleurs commencer tout doucement à repenser l'organisation et la structure des entreprises pour évoluer vers des choses qui soient peut-être un petit peu plus flexibles, un petit peu moins, un modèle qui soit un petit peu moins toujours le même partout et qui soit plus adaptable en fonction des différents profils de personnes qu'on pourrait recruter. Enfin, observer les dynamiques genrées qui peuvent avoir lieu dans les différentes entreprises et les modifier, c'est important également pour pouvoir évoluer tout doucement vers des sociétés qui soient plus égalitaires. Et comme je l'ai dit, l'impact de la confiance en soi des femmes, il est très important. Donc, permettre d'augmenter la confiance en soi des femmes dans leur vie professionnelle et même avant, ça pourrait avoir un impact qui serait décisif en termes d'assertivité, en termes de choix de carrière, etc. Pour les discriminations qu'il y a au sein de la profession vétérinaire, créer des outils spécifiques à la profession pour reconnaître et dénoncer le sexisme, ça pourrait permettre d'ouvrir un petit peu les yeux de tout le monde sur ce qui se passe et apprendre à mieux négocier son salaire dès les études. Ça peut également être important pour que dès le premier emploi, les femmes vétérinaires ne soient pas soumises à ce wage gap, cet écart salarial qui est si important. Éduquer les vétérinaires et les clients pour changer les mentalités, ce serait très intéressant. Ça pourrait passer par le fait, notamment au sein d'une clinique, de faire front commun quand on a par exemple un client ou une cliente qui refuse de passer avec la jeune consoeur qui vient d'arriver et qui veut absolument le vétérinaire homme de 50 ans. Et ben dans ce cas, ce serait important que ce vétérinaire-là puisse soutenir sa collègue et faire front commun pour montrer que tout le monde veut évoluer vers une même reconnaissance des vétérinaires femmes au sein de la clinique. Et enfin, comme j'ai déjà dit, un mode de pratique qui serait plus flexible et plus inclusif pourrait permettre de changer la donne aussi au niveau des inégalités de genre. Et au sujet de la parentalité, on attend dans la société un bon changement de paradigme concernant la place des pères, que ce soit dans la sphère domestique ou dans la sphère professionnelle. Et ce qui permettrait de le mettre en place, ce serait notamment un changement au niveau des congés parentalité pour que dès le début, les hommes puissent avoir la possibilité d'intervenir dans la vie de leur enfant et notamment une meilleure rémunération et une durée plus longue de ces congés parentalité et créer des modèles alternatifs dans lesquels le gagneur de pain, la personne qui rapporte l'argent sur la table, n'est pas forcément toujours le père, mais que le père peut aussi être une personne importante dans l'éducation et la prise en charge des charges domestiques. Donc, en conclusion de cette présentation, la profession vétérinaire, elle est influencée par son passé, mais elle est quand même en évolution avec un modèle historique des pratiques qui est masculine et un fort impact des stéréotypes de genre, mais de plus en plus d'actions qui sont mises en place et de plus en plus de prise de conscience de cette évolution-là. Il y a des inégalités qui ont été mises en évidence à toutes les échelles et à tous les âges, mais souvent c'est des reproductions des inégalités qui sont présentes dans la société au sens plus large, bien qu'il y ait quelques dynamiques plus spécifiques. On a constaté qu'il y avait encore des freins d'ampleur face à l'égalité de genre qui concernent les individus, mais aussi la profession au sens plus large et la société, sur lequel on a forcément un petit peu moins d'impact à titre individuel. Elle concerne les hommes, mais elle concerne aussi les femmes. Il ne s'agit pas d'essayer de dire qu'il y a un genre qui est le grand méchant et l'autre qui est la victime. Tout le monde intériorise les stéréotypes et tout le monde, à une certaine échelle, véhicule ces stéréotypes-là et a des actions qui peuvent être un frein vis-à-vis de l'égalité de genre. Et ces freins, ils sont à identifier et à lever tous ensemble pour avoir une profession qui sera petit à petit plus juste et plus égalitaire. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous ai remis l'accès direct à la thèse si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu plus ce qui a été discuté dedans. Là, ça a été un aperçu relativement rapide de quelques-uns des mécanismes qui sont en jeu, mais il y en a beaucoup plus qui sont détaillés dedans. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous laisse l'accès ici et n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Marianne hein, pour cette magnifique présentation. Alors, je te propose d'arrêter le partage d'écran. Et puis, pour ma part, je vais arrêter l'enregistrement.